bonsoir, bienvenue mesdames, édition de 10. Aujourd'hui, on va continuer à parler du sommet économique qui va être organisé en Égypte à Sharm el-Sheikh surtout au mois de mars prochain. Bien sûr, il y a plein de préparatifs avant ce sommet. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui M. Mounir Mokab qui est économiste. Bienvenue avec nous. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, on va commencer par un commentaire sur les derniers préparatifs en ce qui concerne le sommet de Sharm el-Sheikh et puis on revient pour plus d'explications et analyses. L'Égypte va organiser du 13 au 15 mars une conférence internationale destinée à attirer les investissements et revigorer une économie affaiblie par plusieurs années d'instabilité politique. Le Premier ministre Ibrahim Mahlab a indiqué que cette conférence baptisée Égypte, le futur, serait la pierre angulaire de la renaissance économique de l'Égypte. Mahlab a indiqué que la date choisie pour la tenue de la conférence était convenable pour les partenaires de l'Égypte et afin de garantir une forte participation mondiale. Selon lui, il s'agit de dire à la communauté internationale que l'Égypte aura une économie forte qui peut stabiliser toute la région du Moyen-Orient. Une dizaine de grands projets dans des secteurs comme ceux de l'énergie et des transports seront proposés à des investisseurs locaux et internationaux potentiels. Cet événement s'inscrit dans le cadre du plan de développement de l'Égypte, a affirmé le Premier ministre, signalant que le pays a besoin de tous les citoyens égyptiens, des partenaires du développement, afin de rétablir la sécurité et la stabilité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la semaine dernière d'achever rapidement l'élaboration des projets qui seront soumis à la conférence économique de Sharm el-Sheikh. Le président a donné ses directives de parachever le code d'investissement unifié et de suivre une seule démarche afin de faciliter les procédures aux investisseurs et économiser leur temps. Le président a affirmé l'importance de former le Conseil suprême des investissements qui sera l'organe essentiel de définir les priorités de l'Égypte sur le volet des investissements, d'établir un plan sur d'importants projets d'investissement et sur les zones d'investissement privilégiées. Le ministre de l'Investissement Ashraf Salman a lui souligné que 42 projets d'investissement géants faisaient actuellement objet d'examen par les banques d'investissement en prévision de les avancer à la conférence de Sharm el-Sheikh. M. Salman a également ajouté que l'Égypte avait invité environ 120 pays et 3500 investisseurs pour assister au sommet économique de l'Égypte. L'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, James Moran, a déclaré que l'Union participerait à cette conférence. Alors, monsieur Mokab, en fait, on parle de sommet de Sharm el-Sheikh. C'est vrai que ces jours-ci, il y a plein de préparatifs, il y a plein de réunions de la part du gouvernement pour tout ce qui a rapport avec le sommet. Mais avant d'entamer tous ces points importants, on aimerait bien savoir l'importance d'avoir ce genre de sommet actuellement en Égypte, tout d'abord. Très important. Très important pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut dire que l'Égypte, depuis 2011, a eu une mutation politique importante, la priorité est allée aux questions politiques, au dépend bien sûr de tout ce qui concerne l'économie. Donc on peut se permettre de dire qu'il y a eu très peu d'investissements depuis 4 ans, que nous n'avons pas vu de grands projets sortir et que les petites affaires ont pu survivre avec un marché local ou une exploitation non tout à fait en vitesse réduite. Pour reprendre, l'Égypte a besoin de lancer un vaste et ambitieux programme d'investissement. Alors ça doit toucher les infrastructures, ça doit toucher la création d'emplois, tous les domaines. On va revenir d'ailleurs sur les domaines les plus importants. Mais ce qui est important de dire, et qui ne frappe pas les imaginations des uns et des autres, c'est que entre 2011 et aujourd'hui, la population égyptienne a augmenté dans les considérations de proportions considérables. À titre d'exemple, c'est comme si nous avions importé la population de la Norvège. C'est 5 millions d'habitants, ça représente la Norvège. Donc en fait, l'Égypte, en 5 ans, a importé la Norvège. Mettez cette équation auprès de n'importe quel pays et voyez comment ils sont tirés. C'est-à-dire que bien que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'investissement pendant toute cette période, l'Égypte a su mener la crise pour que les événements se passent dans une harmonie, même sur le plan économique. C'est un coup important de savoir que cette augmentation de la population
population nécessite automatiquement des actions au niveau économique. Oui. Alors ce que je comprends de ce que vous voulez dire maintenant, c'est que c'est vrai qu'on a eu plein de problèmes économiques, mais quand même avec tout ce qui se passe autour de nous, 4 ans de problèmes, on a pu quand même survivre ces 4 années. L'économie égyptienne, malgré tout ce qu'on peut dire, a été gérée. Il y a eu une gestion. Quand on gère la distribution du pain, quand on gère l'électricité, il y a eu quelques pannes, mais ça s'est maintenu. Le maintien des routes, le maintien des services, du service public, l'État s'est maintenu. Il a pu survivre et surmonter cette situation très très difficile. Bien sûr. Ça suppose donc 2 choses. La première, c'est que l'administration égyptienne, malgré ses défauts, malgré tout ce qu'on peut dire, est tout à fait capable de gérer des crises. Et en fait, elle est plutôt habituée à gérer des crises qu'à gérer des situations de prospérité. D'accord. On est habitué aux crises. C'est plutôt la crise. Et ce sont des crises vraiment aiguës. C'est-à-dire que quand on a plusieurs millions d'habitants en plus tous les ans, ça c'est une crise en elle seule. À elle seule, c'est une crise tout à fait suffisante. Qui veut et j'en passe et de l'erreur. Alors je regarde avec un certain humour les pays européens qui vous disent on est en crise, vos crises sont beaucoup plus faciles à mettre à gérer que les autres. Par contre, nous faisons preuve d'imagination et nous arrivons avec notre système à gérer nos crises. Donc ça c'est un point important. Ceci étant, ça a duré 4 ans. Mais nous avons besoin d'un taux de croissance extrêmement élevé. Il doit dépasser les 7 à 8% pour pouvoir absorber cette augmentation assez imposante de la population tous les ans. Alors on est obligé de se lancer dans de grands projets. Bien sûr, on reviendra sur le projet du canal du Suez, on parlera longuement, c'est un sujet important, mais quand l'Égypte lance des grands projets en général, le monde entier ricane et ne le prend pas tout à fait au sérieux. Je reviens par exemple sur le projet de Toshka qui a été lancé il y a quelques années. Si nous parlons à des partenaires français, ils étaient là un petit peu à ricaner, mais qu'est-ce que vous allez faire, etc. La réponse est très simple. Les 80 à l'époque, les 80 millions qui se trouvent dans la vallée aujourd'hui, où est-ce que vous allez mettre les prochains 80 millions en créant une vallée parallèle. Donc il y a toujours une logique assez dit pharaonique, mais en fait, l'Égypte est menée par une force de fond qui est cette population à loger et à venir. Et c'est une force contre laquelle on ne peut rien. Donc il faut faire avec, et cette force devient justement la dynamique de ce pays. C'est cette force qui pousse, on est obligé de prendre des décisions, obligé de trouver des solutions, et on les trouve. Alors en fait, vous venez de mentionner un point très important, c'est quelque chose que je disais tout le temps, c'est que tout le temps on critique le fait qu'on est nombreux, qu'on a une grande population. Vous avez mentionné bien qu'on peut, c'est-à-dire ça peut être un côté positif, on peut utiliser cette population dans le bien de l'économie de l'Égypte. C'est-à-dire c'est pas toujours un point négatif, mais ça peut être une force assez importante. Une des grandes richesses, quand on évalue une nation, l'économie d'une nation, on évalue sa population, le nombre, qui est au plus simple de niveau un consommateur. Donc, le fait que c'est un consommateur, c'est déjà un marché, ça représente tout un dispositif qui permet de créer une activité économique. Et en plus de ça, la population elle-même n'est pas seulement consommateur, mais demandeur d'emploi, créateur d'activité et donc de développement, donc de croissance. Alors, c'est très intéressant de voir ce qu'on appelle le petit bilan, le travail honoraire, c'est-à-dire non déclaré.
Et on réalise que c'est également un moteur qui pousse l'économie en avant. Toute personne que l'on voit autour de soi a au moins 2 emplois. Un qui est l'emploi officiel, et puis ensuite, au niveau de la fin du mois, on s'occupe de ta autre activité. Tout ça, ces petites affaires, ces petits emplois, ces petites fonctions créent de revenus, créent de la croissance, qui n'est pas toujours épargnée d'ailleurs. C'est une croissance qui vient et qui permet aux activités de se maintenir. Mais la population, que ce soit au niveau officiel ou officieux, est source de croissance économique. Avec un État qui, bien sûr, encadre et gère, bien sûr, de certaines règles, et là, ça devient, c'est une richesse. Par exemple, comment pouvez-vous comparer un pays de 90 millions d'habitants avec un pays qui fait 500 000 habitants? Nous ne parlons pas du tout du même langage. Or, je parle de pays de 500 000 habitants, nous connaissons des pays dans la région qui font 500 000 habitants. Donc ce n'est pas une invention de l'esprit. Mais il y a 500 000 habitants, et puis il y a 80 millions d'habitants. C'est un petit quartier en Égypte. Même pas. Non, même pas, vous avez raison. Alors en fait, pour revenir au sommet de Sharm el-Sheikh, c'est vrai que on voit que l'administration, que le gouvernement se prépare bien, essaie de se préparer bien pour ce sommet. Alors on essaie de préciser les domaines dans lesquels on a besoin vraiment d'investissement. Selon vous, quels sont ces domaines? Quels sont les domaines les plus importants maintenant pour l'Égypte? Moi, je dirais très rapidement l'énergie et le transport, les réseaux routiers, les transports, disons les infrastructures de trains, de voies ferrées, nécessitent absolument un travail de fond, le développement des transports fluviaux également pour compléter. Donc, quand on a parlé de la population comme étant le nœud de toute l'activité, il faut que cette population puisse bouger, que les marchandises puissent bouger, etc. Donc le transport, tout ce qui a rapport avec la communication est extrêmement important. Vient s'ajouter à cela l'énergie. L'énergie est source de, soit dans le domaine de l'industrie, de l'habitat, avec une population comme nous, donc on a des domaines de ski, tout ça. C'est toujours, je reviens, malgré moi, sans vouloir me répéter, mais c'est tellement évident que c'est le sujet qui revient le plus. Donc, c'est en fonction de cette population que l'on va définir les projets qui seront importants à Sharm el-Sheikh, comme on a dit, même si ce n'est pas déclaré. Parce que la question n'est pas toujours évoquée aussi clairement que ça. Nous avons l'intention de faire ceci, cela. Mais dans le fond, on a une grande famille en Algérie, une grande famille qui a besoin de travailler, de se marier, de s'installer, etc. Donc, c'est fondamentalement ça le grand souci. Je crois que aussi le domaine de l'agriculture est très important ces jours-ci. Pour toujours aider la population d'avoir pour nourrir, mais en fait parce qu'il faut vraiment utiliser ces terrains, c'est-à-dire on était toujours connu par l'agriculture, c'est dommage qu'on souffre maintenant de problèmes en ce qui concerne. C'est un sujet que je connais bien, puisque moi je m'occupe d'agriculture parmi mes activités, et je m'occupe avec beaucoup de détermination et d'innovation. L'agriculture, on a 2 problèmes. Le premier